Chers amis de l'histoire, l'émission Passé-Présent, c'est la vôtre, c'est pour ceux qui aiment l'histoire. Et une émission un tout petit peu différente aujourd'hui, car Philippe sera notre invité. Oui, bonjour Catherine. Dans la première partie de l'émission aujourd'hui, je vous parlerai d'une expérience de gauche qui n'a pas réussi. C'est celle du cartel des gauches de 1924 autour de la personnalité d'Édouard Herriot. Puis Catherine évoquera une aventure tout à fait extraordinaire, c'est celle de la traversée du continent nord-américain en 1805-1806, réalisée par deux officiers, Lewis et Clark, qui ont relié la côte atlantique à la côte pacifique en traversant d'immenses espaces jusque-là inconnus. Et nous sommes pourtant 30 ans après la proclamation de l'indépendance des États-Unis, mais la digestion de l'immense espace continental concerné a pris tout ce temps-là. Et puis enfin, je répondrai aux questions de Catherine et d'Élise à propos du colloque qui s'est tenu le 24 octobre dernier, consacré à la question des relations entre histoire, mémoire et identité. Mais tout d'abord, 1924. Pourquoi ce sujet? Bien sûr, il y a un petit clin d'œil à notre actualité d'aujourd'hui. Nous sommes avec une expérience de gauche, une de plus, qui, semble-t-il, apparaît vouée à un échec à peu près certain depuis 3 ans, depuis 2012. Donc, il y a un élément de comparaison évidemment intéressant à mettre en avant. Nous allons parler de l'expérience du cartel des gauches qui a, sur le papier, gouverné la France de 1924 à 1926. En réalité, l'expérience d'Édouard Herriot à la tête du gouvernement n'a duré que 11 mois, de mai 1924 à avril 1925. Alors ça a duré moins longtemps que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'était le fait des institutions de la République parlementaire, de la Troisième République, avec la valse des gouvernements que l'on sait, les changements de majorité qui pouvaient intervenir au long d'une législature dans l'enceinte du Palais Bourbon. Donc une situation évidemment différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais revenons sur cette victoire du cartel des gauches. Nous sommes le 11 mai 1924. Les élections législatives donnent effectivement la majorité à une coalition qui regroupe les diverses familles radicales et le Parti socialiste SFIO. Les communistes qui sont à l'extrême gauche sont en dehors de cette alliance, mais la victoire revient à la gauche, alors qu'en 1919 c'était le Bloc national, vaste rassemblement des droites patriotiques qui avait été vainqueur, qui était sorti vainqueur des élections consécutives à la guerre, un Bloc national formé d'hommes nouveaux, souvent d'anciens combattants, ce qui avait valu à la Chambre des députés de l'époque le surnom de Chambre Bleu Horizon, très différente de celle élue au printemps de 1914, où il y avait une très large majorité de gauche qui avait été élue sur le thème du retour à la loi de 2 ans de service militaire, par exemple. En tout cas, en 24, c'est le retour de la gauche, avec des commentaires tout à fait triomphalistes dans le Progrès de Lyon, décrivant le rassemblement qui s'opère spontanément place Bellecour pour fêter l'événement. Le journal lyonnais parle de triomphe populaire, de signes sur tous les visages que la noire obsession est passée. Donc là vraiment les choses devaient changer, allaient changer. Un autre journal, Le Quotidien, qui avait été lancé d'ailleurs pour soutenir la campagne du cartel des gauches, lui va beaucoup plus directement à l'essentiel. Il titre toutes les places et tout de suite. Ce qui est évidemment un programme, comme vous le dites, parfaitement clair. En fait, cette victoire des gauches est obtenue, comme c'est souvent le cas, sous la Troisième République, par un déplacement des voix d'une ampleur assez faible, mais alors que les héritiers du Bloc national rassemblent 226 élus, eh bien le cartel des gauches en rassemble 328, donc une centaine de plus, avec 103 députés SFIO,
le Parti socialiste de l'époque, dirigé par Léon Blum, 42 républicains socialistes, 142 radicaux socialistes, 41 députés de la gauche radicale. Donc un vaste rassemblement de gauche et de centre-gauche, à l'extérieur duquel, je l'ai dit, se maintiennent 28 députés communistes qui considèrent alors toute alliance avec les autres forces de gauche comme une véritable trahison. Il n'est pas question de se rallier aux sociotraîtres. Le divorce est intervenu, je le rappelle, au Congrès de Tours en 1920 et jusqu'en 1935, eh bien, la règle, ce sera l'opposition résolue du Parti communiste à ceux qui sont pour lui des complices de fait de la bourgeoisie. Alors, le cartel l'a emporté. Il y avait à l'époque, à la présidence du Conseil, un personnage que nous connaissons bien, Raymond Poincaré, qui a été Premier ministre, président du Conseil avant la guerre de 14, puis président de la République. Pendant la guerre, il a été le président de la République pendant la durée du conflit. Il est revenu aux affaires en 1922 et la victoire des gauches fait qu'il va automatiquement donner sa démission. Cela n'arrange pas les affaires du président de la République, Alexandre Millerand. Millerand est un ancien socialiste qui a pris ses distances dès avant la guerre de 14 avec les socialistes, qui ensuite, pendant la guerre, a été très proche des milieux de l'armée et qui, au moment des élections de 1919, s'est rallié en donnant une sorte de caution de gauche au bloc national, à la coalition des droites victorieuse en 1919. Alors cela ne lui est évidemment pas pardonné par ses anciens camarades, n'est-ce pas? Il avait succédé en 1920 au malheureux Paul Deschanel, qui a eu quelques problèmes, comme l'on sait. Et Millerand, en 24, eh bien, il est confronté à des gens qui veulent sa peau et se débarrasser de lui. Alors, ils vont avoir un moyen très simple de le faire. Tous les leaders de la coalition victorieuse vont refuser de constituer un gouvernement. Il fait la proposition à Édouard Herriot, le maire de Lyon, à Paul Painlevé, à Steig, qui sont les principaux leaders des gauches. Personne ne veut rien entendre. Alors Millerand, ainsi désavoué par la majorité parlementaire de la Chambre des députés, lâché par le Sénat, va finalement démissionner et le Congrès, qui réunit députés et sénateurs, va élire comme président de la République Gaston Doumergue, surnommé Gastounet par le public, un radical, mais un radical souriant, sympathique, avec son accent méridional à couper au couteau, n'est-ce pas, un homme très, très consensuel, qui ne donne pas du tout une image sectaire de la gauche, comme on pouvait, dans certains cas, le constater à l'époque. Alors voilà donc Doumergue à l'Élysée, et là, Édouard Herriot accepte de constituer un gouvernement. Qui est Édouard Herriot? Il a 52 ans en 1924, son parcours assez classique, normal supérieur, l'agrégation de lettres en 1893, quelques années de professorat à Lyon, et puis l'engagement dans la politique. Il est maire de Lyon dès 1905. Il va être sénateur entre 1912 et 1919, puis député du Rhône. Entre-temps, il a été ministre des Travaux publics dans un gouvernement brillant pendant la guerre en 1916-17, et il préside le Parti radical depuis 1919. C'est à ce titre qu'il est naturellement le leader de la coalition victorieuse. Un personnage doté de qualités intellectuelles incontestables. C'est un fin lettré, c'est un orateur tout à fait excellent, un historien de talent qui a laissé des ouvrages majeurs, sa biographie de Madame Récamier, ses 4 volumes consacrés à l'histoire de Lyon sous la Révolution, Lyon n'est plus, le titre de cet ouvrage, et puis d'autres ouvrages, par exemple un remarquable livre consacré à la forêt normande, par exemple. À beaucoup d'égards, ce lettré, cet intellectuel engagé en politique, incarne tout à fait cette république des professeurs qu'avait dépeinte Albert Thibaudet à peu près à la même époque.
Alors, Herriot au pouvoir, il va chercher à constituer une coalition gouvernementale avec la SFIO, qui pèse donc d'un poids certain dans l'hémicycle, mais Léon Blum va refuser de s'engager au gouvernement, lui et ses amis, et ils vont se contenter de lui assurer un soutien sans participation. Bon, c'est déjà mieux que rien, ça fait une coalition parlementaire, une majorité parlementaire, mais évidemment qui peut apparaître fragile si certains sujets opposants socialistes et radicaux arrivent sur le terrain. Au début, Herriot, dans les premières semaines et les premiers mois de son ministère, va se consacrer surtout aux questions internationales. Il a d'ailleurs gardé le ministère des Affaires étrangères, en plus de la présidence du Conseil. Il y a plusieurs problèmes là qui sont à régler à l'époque, le problème des réparations, le problème de la sécurité des frontières françaises, qui inquiète évidemment beaucoup, et puis le problème de l'alliance franco-anglaise, qui est essentiel pour Herriot. C'est un homme qui se veut très proche de Londres. Il considère surtout que cette alliance franco-anglaise est absolument indispensable pour maintenir en Europe un équilibre nécessaire au lendemain donc du conflit que l'on sait. Mais les relations se sont détériorées avec les anglo-saxons. Vous savez, les Américains, le Congrès américain a refusé de ratifier le traité de Versailles et le pacte de la SDN. De ce fait, les garanties qui avaient été données par Wilson concernant l'application des traités ont disparu, et les Anglais, les Américains se défilant, ont suivi la même attitude, ont adopté la même attitude. Alors évidemment, la France va chercher à raccrocher l'Angleterre à une politique commune, pour obtenir à la fois le paiement des réparations allemandes, et pour garantir sa sécurité en cas de nouveau conflit. Tout ça dans un contexte qui est un peu difficile. L'inflation allemande a pris des proportions complètement vertigineuses en 1923. La même année 1923, Poincaré, alors aux affaires, a fait occuper la Ruhr pour exiger le paiement des réparations. Donc le contexte est plutôt mauvais. Alors Herriot se rend à Londres, il va rencontrer son homologue britannique, Ramsay MacDonald, qui est un travailliste qui vient d'arriver depuis peu de temps au pouvoir. MacDonald, qui est un homme qui vient de l'extrême gauche. Il est le seul député travailliste en 1914 à avoir refusé de voter les crédits de guerre, par exemple. Mais une fois au pouvoir, il va suivre quand même les principes qui ont toujours été ceux du Foreign Office, ce qui veut dire qu'il va garder tout à fait ses distances par rapport à la France et refuser de se lier les mains par quelque engagement que ce soit sur le continent. Donc on va avoir de chaleureuses accolades, mais Herriot va rentrer en France sans n'avoir rien obtenu en fait, et surtout pas ce pacte moral de collaboration continue qu'il espérait. La conférence de Londres va suivre cette rencontre, l'influence de la cité y est dominante, et là-bas on va exiger de Herriot qu'il mette fin rapidement à l'occupation de la Ruhr. Et MacDonald va même envoyer une missive quasiment combinatoire. Si la France ne s'exécute pas, eh bien l'Angleterre ne garantira pas la mise en œuvre du plan Daves, qui était un plan d'étalement du paiement des réparations allemandes. Donc les Français vont être obligés de passer par les volontés anglaises, et ils vont être contraints désormais de rejeter toute prise de gage territoriale qui serait liée au règlement ou pas des réparations allemandes. Déception du côté de l'Angleterre, on va se tourner vers la Société des Nations, vers Genève. Herriot va s'y rendre, brillant orateur, il suscite l'enthousiasme des foules en exaltant la paix. Et à la SDN, on va même lancer un projet très ambitieux, le protocole de Genève, avec lequel il s'agit d'imposer l'arbitrage en cas de conflit, le désarmement, etc. Un arbitrage obligatoire, avec une désignation
libération d'un éventuel agresseur, avec des sanctions derrière. Tout ça crée un vent d'optimisme en faveur de la paix, mais très vite, ce projet de protocole de Genève va être torpillé, notamment par les Anglais, qui veulent que le recours à l'arbitrage soit volontaire et pas obligatoire, et qui veulent garder surtout leur liberté d'action, et ne pas se lier les mains, encore une fois, par un quelconque engagement. Et quand en plus le conservateur Baldwin va succéder au travailliste MacDonald, ça ne va pas arranger les choses. Et dès le mars 1935, le protocole de Genève va être en fait enterré. Le nouveau ministre du Foreign Office, Austen Chamberlain, résume tout. Les sanctions, c'est pas bien parce que ça peut gêner le commerce international. Donc les grands espoirs mis dans la SDN pour garantir la paix, les voilà sérieusement compromis. Herriot a pourtant fait des efforts pour séduire la Grande-Bretagne. Sur son conseil, il a reconnu l'URSS en octobre 1924. Il fait partie de ces voyageurs un peu naïfs qui ont été abusés par leurs hôtes soviétiques quand il s'est rendu sur place. On lui a rejoué le scénario des villages Potemkin pour lui montrer à quel point les kolkhozes baignaient dans le bonheur, et il a été, comme beaucoup, largement abusé. Il a été moins perspicace qu'un André Gide, retour du RSS quelques années plus tard, par exemple. Bon. Alors, au bout du compte, la droite n'aura pas de mal pour reprocher à Herriot d'avoir lâché la proie pour l'ombre en matière internationale. Ensuite, le cartel des gauches et Herriot vont s'orienter pour envisager la baisse des budgets militaires aussi, un rapprochement avec l'Allemagne qui sera surtout incarné ensuite par Briand. Ça sera l'époque Briand-Stresemann de 1924 à 29, surtout quand Briand va revenir au Quai d'Orsay, qu'il ne quittera quasiment pas durant toute la période. Mais le bilan du cartel dans ce domaine, en tout cas, apparaît à la fois mince et fragile. À l'intérieur, il se passe également pas mal de choses. Les hommes du cartel ont réalisé une relative épuration une fois arrivés au pouvoir. On se souvient la formule, à nous toutes les places et tout de suite. Ça a affecté des personnalités d'envergure, Général Weygand par exemple, au commissaire au Liban et en Syrie, qui va être remplacé. Et puis il y a surtout les problèmes religieux. Dans l'ADN de la gauche de l'époque, il y a un anticléricalisme absolument farouche, et Herriot, pour mobiliser ses troupes, entendait bien jouer sur ce ressort. Il veut imposer la loi de séparation de l'Élysée de l'État en Alsace-Lorraine. Il veut en finir avec l'ambassade de France au Vatican. On avait rompu les relations avec le Vatican en 1904, à l'époque du petit père Combes. Et puis ensuite, après la guerre, la Chambre du Bloc National avait rétabli les relations avec le Vatican. Il fallait en finir avec tout cela. Ça va être l'occasion d'une épreuve de force. 20 000 manifestants à Strasbourg dès juillet 1924. Le clergé local extrêmement mobilisé. Une campagne très, très soutenue. Finalement, Herriot va renoncer. On venait de sacrifier 1,5 million de Français pour récupérer 1,5 million d'Alsaciens mosellans. C'était pas pour entrer en conflit avec les populations concernées. Il y a aussi la lutte contre les congrégations, car à la faveur de la guerre, de nombreux congréganistes étaient revenus en France, s'étaient engagés, avaient combattu dans les rangs de l'armée française, et à ce titre, il apparaissait difficile, au sortir de la guerre, de les expulser de nouveau. C'est pas ainsi que l'entend la gauche anticléricale, ce qui va susciter une très puissante réaction avec la DRAC, la défense des religieux anciens combattants du révérend Père Doncker, avec la Fédération nationale catholique du général de Castelnau, qui au printemps 25 a 1 800 000 adhérents et qui organise des manifestations monstres dans les rues. Ce qui fait qu'au bout du compte, là aussi, le statu quo va être maintenu, et il en sera de même pour les relations avec le Saint-Siège. Ce qui va faire tomber finalement Herriot, c'est l'impasse financière dans laquelle se trouve le pays. Le cartel est arrivé avec un programme tout simple. On va faire payer les riches, classique. Les choses évidemment ne sont pas aussi simple, surtout à une époque où il n'y a pas véritablement de contrôle d'échange, bien sûr. Les capitaux vont partir à l'étranger. Le franc va s'effondrer par rapport à la livre sterling, au franc suisse ou
ou au dollar. Et les solutions sur lesquelles l'on comptait, notamment les réparations allemandes, hein, voilà, l'Allemagne paiera, selon la formule du ministre des Finances Klotz, hein, eh bien, on voit très vite aussi leurs limites. D'autant que les dettes qui sont envolées à la faveur de la guerre, eh bien, on a continué à emprunter après, au cours des années 20. Alors, on est dépendant, bien sûr, des avances de la Banque de France, on est dépendant des banques qui permettent de rembourser les emprunts à court terme que l'on est obligé de contracter. Et puis, à un moment donné, tout cela va montrer ses limites. Le ministre des Finances, Clémentel, va démissionner le 2 avril 1925, et le 10 avril, Herriot, qui est mis en minorité au Sénat, va démissionner à son tour au bout de 11 mois de gouvernement. Ensuite, on a une quinzaine de mois complètement incohérents, avec 7 ministres des Finances qui se succèdent rue de Rivoli, des gouvernements évidemment éphémères, et c'est le retour aux affaires de Poincaré en 1926 qui va inverser la tendance. Poincaré, lui, il inspire confiance, il va rétablir la situation sur le plan budgétaire, et surtout, il va réussir la dévaluation de 1928. Le franc Poincaré va se substituer au franc or de 1914, une perte de 80%, mais cela ne faisait que sanctionner la ruine considérable qu'avait représentée pour la France la Première Guerre mondiale. Dans ces conditions, le cartel des gauches n'est pas resté dans les mémoires comme une expérience politique particulièrement réussie, à la différence du Front populaire où l'instauration des congés payés est restée dans la mémoire collective comme un acquis tout à fait positif. Merci Philippe. Restez avec nous. D'habitude, je vous raconte la vie d'un héros. Mais cette fois-ci, exceptionnellement, il y en aura deux. Deux jeunes officiers, un qui s'appelle Meriwether Lewis et l'autre qui s'appelle William Clark. Nous sommes en 1804 aux États-Unis et Meriwether Lewis est chargé par le président Thomas Jefferson de trouver le fameux passage du Nord-Ouest. Le passage du Nord-Ouest, ça faisait rêver depuis des années. Les gens étaient persuadés qu'on pouvait aller de la côte est des États-Unis jusqu'à la côte ouest par les fleuves en naviguant. Et donc, il n'y a plus qu'à y aller et à trouver ce fameux passage. En fait, vous savez bien, le passage n'existe pas. Le passage du Nord-Ouest, il est au niveau du Canada et de l'Alaska. Il n'y a pas de passage par les fleuves sur ce continent. Mais ça, ils ne le savent pas. Donc, ils préparent très bien leur expédition. En particulier, Lewis, c'est un intello. Alors, Lewis, c'est le plus jeune des deux. Il a 28 ans. Il a un caractère un petit peu faible, même s'il va tout à fait tenir le coup pendant cette expédition. D'abord, il boit trop, quand même limite alcoolique. Hein. Et puis, c'est un dépressif. Il a des coups de déprime terribles où il se demande ce qu'il fait sur Terre, etc. Et c'est pour ça qu'il a demandé à son meilleur ami, William Clark, 32 ans, qui lui est beaucoup plus solide, qui ne boit pas, qui est plus équilibré et qui a l'habitude de mener des hommes, ce qui n'est pas forcément le cas de Lewis. Mais Lewis, il travaille beaucoup, donc il se perfectionne en zoologie, dans l'étude des plantes et l'étude des cartes. Il lit tout ce qui a été découvert, tout ce qui a été écrit, et après, il n'y a plus qu'à y aller. Ils ont $2500 pour toute l'expédition, ce qui va suffire. Donc ils partent avec 3 bateaux, un grand bateau, enfin grand, tout est relatif, fait 16 mètres. Ils sont 33 quand même. Et 2 gros canots qui suivent avec tout le matériel. Et il en faut du matériel. Et d'abord, des vivres qui peuvent plus ou moins se conserver, beaucoup d'alcool, ce qui va servir pour les tribus indiennes, et puis ce qui va servir à Lewis aussi, disons-le, et puis beaucoup de cadeaux pour les Indiens. Alors ça, la bimbeloterie, des drapeaux, il a fait même fondre des médailles, qui sont des médailles qui disent en gros, voilà, maintenant c'est les États-Unis, vous faites partie des États-Unis. Donc ils partent, ils emportent tout ce matériel, évidemment des outils, et surtout les humains choisis avec soin, 33 hommes en tout, plus
un esclave noir qui s'appelle York, qui va revenir d'ailleurs, mettra genre 5 ans à être libéré après le retour, et puis 2 chiens, les 2 chiens de Lewis et Clark, 2 bons chiens de Terre-Neuve. Ça c'est bien. Ils partent en gros de Saint-Louis, je vous fais court parce que c'est un peu plus compliqué, le 14 mai 1804, et au début ça se passe pas très bien parce qu'il y a des problèmes de discipline. Et là-dessus, on ne plaisante pas, c'est quand même de la marine, hein, d'une certaine façon. Donc les coups de fouet, ça y va. En plus, c'est le printemps puis l'été, ils sont harcelés par les moustiques et surtout, ils ont des épidémies de dysenterie. Il faut dire que le seul remède qu'ils avaient emporté, c'était 600 doses de laxatif, qu'ils appelaient Thunderbolt. Vous voyez un peu le truc. Donc dès qu'il y en avait un qui était un petit peu malade, un peu faible, hop, laxatif. Ce qui ne donnait pas toujours les résultats escomptés. Donc les débuts sont un petit peu durs. Au mois d'août, le sergent Lloyd tombe malade, laxatif, ça suffit pas, il a une crise d'appendicite et malheureusement, ce jeune homme de 22 ans meurt. Ça sera le seul mort de l'expédition, ce qui est quand même remarquable parce qu'ils vont affronter des aventures invraisemblables et des périls terribles. Donc il l'enterre en grande pompe, il donne le nom de ce pauvre jeune homme à la rivière, un bout de rivière. Et puis il continue, et là il rencontre toutes sortes d'Indiens et qui leur disent attention parce que là vous allez vers les Sioux Tétons, nous on est les Sioux je sais plus quoi, mais les prochains vous verrez ils sont méchants, hein, vraiment méchants. Et effectivement là il va falloir très aimable avec cette tribu-là, leur donner énormément de cadeaux, leur donner surtout énormément d'alcool, et puis une rencontre miraculeuse qui va tout changer. Alors c'est un Canadien français qui est un coureur des bois qui s'appelle Toussaint Charbonneau, qui n'est pas futé, hein, c'est un peu une grosse brute, mais enfin il connaît bien le terrain. Et puis surtout il a gagné au jeu une jolie petite indienne de 16 ans qui s'appelle Sacagawea. Et Sacagawea, elle a été enlevée dans une autre tribu et elle parle plein de langues indiennes et surtout elle est très intelligente. Alors elle est enceinte jusqu'aux yeux, mais elle va les aider beaucoup. Et c'est une fille formidable qui va devenir quasiment une héroïne américaine, même si elle est moins connue que Pocahontas. Alors l'hiver arrive, ils sont obligés de passer l'hivernage, comme on dit, en compagnie des Sioux, et la pauvre petite indienne va accoucher et ça se passe très mal. Alors là, il hésite, Lewis, à lui donner du laxatif, ça ne va pas aider, mais il a du venin de serpent à sonnette. Et la situation est tellement épouvantable qu'il se dit au point où on en est, il lui fait avaler du venin de serpent à sonnette délayé dans un peu d'eau et de sucre, et boum, le bébé arrive tout de suite. Alors là, un espèce de spasme, et le bébé arrive vivant, il sera appelé Jean-Baptiste, dit Pompi, et il va vivre très vieux, ce petit garçon né dans des conditions quand même difficiles. Alors je suis obligée d'aller très vite parce qu'il leur arrive énormément d'aventures, ils repartent, et là ils arrivent dans la partie où il n'y a plus de cartes. Alors, les cartes sont blanches, donc c'est à eux de faire les relevés de cartes. Et ils ne peuvent plus continuer par bateau parce qu'ils arrivent en gros aux Rocheuses. Donc là, il faut des chevaux absolument. Et ils rencontrent des Indiens Shoshone qui au début sont un peu agressifs. Et miracle, Sacagawea dit « Mais c'est mon peuple, mais c'est mon frère !» Ils tombent dans les bras l'un de l'autre et à ce moment-là, tout s'arrange. Ils vont pouvoir acheter tous les chevaux dont ils ont besoin contre, alors là c'est quand même l'affaire du siècle, contre un vieil uniforme qui ne mettait plus, et oui, 3 mouchoirs et 3 couteaux de poche. Et ils récupèrent 33 chevaux. Ça vaut le coup quand même. Hein. C'est une bonne affaire. Et ils continuent, donc à cheval, ils arrivent dans la tribu des nez percés, et là aussi ça se passe mal au début, puis bon, ils ont toujours de l'alcool à donner, des choses comme ça. Finalement, on leur dit, on va vous donner un guide, il y a un passage, il y a un raccourci pour aller de l'autre côté de la montagne. Alors on leur donne un vieil Indien
qui aime bien l'eau de feu, lui aussi, et qui doit en abuser parce qu'il ne va jamais trouver le passage. Et au lieu de passer les Rocheuses en 4 jours, ils vont mettre 53 jours, ils vont se perdre, il commence à faire très très froid, là il y a de la neige, l'Indien leur fait gravir des pentes tellement raides que les chevaux tombent à la renverse sans se tuer, ce qui est remarquable. Ils arrivent à passer quand même, mais ils meurent de faim, donc ils vont appeler les endroits camp de la désolation, camp de la faim, petite rivière de la famine. Enfin, on a tout un vocabulaire comme ça. Ils en sont à manger leurs chandelles, tellement ils crèvent de faim. Il n'y a rien à chasser, c'est épouvantable. Finalement, ils décident de sacrifier un cheval et de le manger, ce qui va leur redonner un peu de protéines. Et enfin, ils arrivent à l'océan. Alors là, ils arrivent en novembre 1805. Grand bonheur de voir l'océan. Bon, maintenant, on est à l'océan, qu'est-ce qu'on fait ? On va attendre un bateau, il va bien passer un bateau et qui pourra nous ramener de l'autre côté, parce que refaire le périple, c'était un petit peu lent. Il va passer aucun bateau, hein, on est très très haut, on est à la limite de l'Oregon et de l'État de Washington. Alors le climat est pas trop dur, c'est plutôt humide que froid. Ils vont hiverner là aussi, puis à un moment ils se disent il faut rentrer, hein, il n'y a pas de moyen, il faut rentrer un peu par le même chemin. Ils vont se séparer en deux, ils vont finir par se retrouver. Là aussi, plein d'aventures. Ils vont même être attaqués par des Indiens vraiment, vraiment agressifs. Les Lewis vont en tuer 2. Et alors là, il leur met la médaille des États-Unis sur le corps. C'est un message, avertissement sans frais aux autres, en disant attention, le monde a changé. Hein. Là, vous n'êtes plus chez vous, vous êtes chez nous. Maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils vont faire un travail absolument énorme. Ils vont découvrir 122 animaux inconnus. Alors chaque fois, on a des dessins, on a des descriptions formidables. 178 plantes inconnues et 55 tribus indiennes. Donc on a une masse d'infos sensationnelles. Ils vont finir par revenir sans avoir perdu plus d'hommes. Ça va être extraordinaire. Ils sont reçus par le président, évidemment. Et là, ça se gâte un peu, au moins pour Lewis. Clark s'en sort très bien, il se marie avec sa petite amie, il avait donné le nom de sa petite amie tout le long du périple. Il y a des tas de lacs Julia, rivière Julia, collines Julia, etc. Il épouse Julia, il est très heureux, il a plein d'enfants. Et il va même adopter le petit Jean-Baptiste, le petit bébé qui avait suivi tout le périple, et il s'était beaucoup attaché à ce petit bébé qui avait 19 mois quand ils reviennent, et il avait même proposé de l'emmener tout de suite. Évidemment, Sacagawea avait dit non, c'est mon petit, je le garde, voilà. Mais elle va mourir à 25 ans d'une fièvre, et il va récupérer le petit, et même la petite sœur qui s'appelle Lisette, de souvenir. C'est bien quand même. Oui. Par contre, Meriwether Lewis, lui, il va être nommé gouverneur de Louisiane. La Maison-Blanche n'arrête pas de lui demander son récit de l'aventure. Il a l'angoisse de la passe blanche, il est incapable d'écrire ce texte. Il se sent de plus en plus perdu, après avoir vécu tout ça, il s'ennuie, son copain est marié, père de famille, et lui il boit de plus en plus, il se drogue de plus en plus, et il finit par se suicider une nuit dans une auberge en allant vers Washington pour défendre son cas, parce qu'en plus il a été pris dans une sale affaire, mais auquel il était sûrement innocent, mais il se suicide, ce qui est quand même une fin très triste. Mais bravo à ces deux hommes-là qui ont ouvert quand même cette route qui était inconnue, et comme dit le fameux hymne américain, America the Beautiful, From Sea to Shining Sea. Bonsoir à tous. Alors, comme tout le monde le sait, je m'immisce partout. Alors, me voilà aujourd'hui pour revenir avec vous, Catherine et Philippe, sur le colloque de l'Association pour l'Histoire qui a eu lieu le 24 octobre dernier, donc samedi dernier, à la Maison des Mines. Le thème était Histoire, mémoire et identité. Alors, pour commencer, Catherine, je crois que vous vouliez nous faire une citation, nous donner une citation très intéressante. Une citation qui donne tout de suite l'ambiance dans laquelle baigne l'histoire actuellement. Voilà, elle est de Patrick Boucheron, c'était dans Le Monde.
monde. Et cette phrase, c'est « La recherche de l'identité est contraire à l'idée même d'histoire ». Et évidemment, Philippe, vous avez réagi très fort en ouverture de ce colloque sur cette phrase qui est quand même assez glaçante, dirons-le. Tout à fait. Donc c'est un numéro du Monde paru il y a 3 semaines, avec une double page entière consacrée à un entretien avec Patrick Boucheron, qui est un historien tout à fait éminent de l'Italie du XVe siècle, mais qui, à l'évidence, se situe, je dirais, dans l'idéologie dominante d'aujourd'hui, et qui remet en cause, effectivement, le lien que nous établissons naturellement entre l'histoire, la recherche historique et en même temps la conscience de notre identité. Alors, comme vous l'avez signalé, ce titre, parce que c'était le titre de la double page, la recherche de l'identité contraire à l'idée même d'histoire, ne pouvait que nous interpeller, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? D'autant que l'intéressé développe, confirme tout au long de son entretien, je cite quelques passages, il nous dit contester que l'on attende de l'histoire qu'elle réassure notre identité, il ne croit pas aux formes anciennes du magistère de l'histoire, dénonce la passion des continuités, rejette l'injonction faite aux historiens de nous rassurer sur l'ancienneté, la consistance et la clôture de notre identité, et face à ce poison contemporain, il convient de refuser du net toute compromission avec le projet idéologique qui prétend emprisonner la société dans la nostalgie d'un passé mythifié. Ce n'est pas tout. Contre les apôtres de l'identité nationale, contre le piège identitaire, contre cette théologie de l'inéluctable, eh bien, il convient de se mobiliser. On a là donc une offensive idéologique évidemment d'envergure, dans laquelle le vocabulaire utilisé est en lui-même révélateur, les formes anciennes du magistère de l'histoire, donc des gens qui sont complètement anachroniques, complètement dépassés, la passion des continuités, qui dit passion écarte évidemment toute approche rationnelle, équilibrée des choses, l'injonction faite aux historiens, voilà leur liberté de savants menacés pour être enrôlés dans la défense identitaire, ce poison contemporain qu'est la quête identitaire, toute compromission avec le projet idéologique, vous voyez là des termes également dont la signification ne laisse aucun doute quant à ce que peut penser de tout cela l'auteur. Il ne s'agit d'emprisonner la société, donc on imagine tout de suite un régime totalitaire et liberticide en faveur d'une histoire en quelque sorte obligatoire. Quant à la nostalgie d'un passé mythifié, ça nous renvoie également à une vision passéiste, anachronique des choses. En fait, on peut très bien renverser la charge de ce qui est un projet idéologique, effectivement, qui n'est pas celui de l'identité nationale ou civilisationnelle, mais qui est celui du mondialisme droit de l'homiste aujourd'hui hégémonique, mondialisme issu du messianisme wilsonien et de ses divers avatars. Un messianisme d'ailleurs qui n'est pas sans ressembler à certains égards, présenter certaines analogies avec ce qu'a été en son temps le messianisme communiste, des lendemains qui chantent, du prolétariat rédempteur, etc. Et bien demain on rasera gratis dans une autre registre, on aura une planète unifiée où tout le monde sera beau et gentil, où tout se passera bien, et on sortira ainsi, comme l'avait un temps rêvé Francis Fukuyama, on sortira de l'histoire en quelque sorte. La démocratie, entre guillemets, triomphera partout, la loi du marché aussi par la même occasion, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. En fait, on peut très bien répondre et riposter sur ce terrain et puis expliquer à Patrick Boucheron qu'il entend, lui, emprisonner la société dans l'espoir obligatoire d'un avenir mythifié. On peut reprendre les mêmes termes pour montrer évidemment ce qu'il en est de cette analyse. Un avenir mythifié, celui de l'humanité nomade rêvée par un Jacques Attali, dans laquelle, je reprends les termes de cet auteur, la France se verrait réduite à la fonction d'hôtel de passage, et cela évidemment dans le grand tout planétaire. Donc voilà, en gros, quelle était la teneur des propos tenus donc dans le journal Le Monde il y a maintenant 3 semaines. Alors, puisque notre colloque était organisé
organisé autour de ce thème, histoire, mémoire, identité, voilà des déclarations qui ne pouvaient pas mieux tomber, et qui permettent de mettre les choses au point et de les clarifier. Je crois que beaucoup d'auditeurs de notre colloque, de cette manifestation, ont été d'abord extrêmement surpris de ces citations et se sont sentis tout à fait concernés par ce projet d'amnésie programmée qui ne peut qu'accoucher des catastrophes que l'on imagine, c'est-à-dire encore une fois ce monde nomade de zombies déracinés où l'homo-consummance, voilà, l'homo-consummance ira de pair avec l'homo festivus, cher à Philippe Muret, mais des individus évidemment coupés de toute racine, de tout héritage, de toute tradition. C'est ce qui convient le mieux, effectivement, pour la société mondialisée que l'on nous prépare, au nom, encore une fois, bien sûr, toujours de la démocratie, entre guillemets, mais surtout, je le répète, au nom du respect absolument obligatoire des lois du marché, du sacro-saint marché. Voilà en gros quelle était la thématique autour de laquelle allait tourner évidemment ce colloque. Alors pour ce colloque, justement, il y avait 3 intervenants. Vous, Philippe Conrad, puisque vous êtes président de l'Association pour l'Histoire, mais également Jean-Pierre Arignon, qui est un professeur émérite, spécialiste du monde slave, et également Oskar Freisinger, qui est le président de l'UDC, donc un parti suisse. Oui, alors il n'en est pas le président, je crois. Il exerce des responsabilités importantes. Vice-président, oui, et voilà, il est le leader précisément dans le canton du Valais, je crois. Enfin, c'est néanmoins la figure la plus connue, du moins en France, pour ce parti qui est l'UDC. On rappelle le rôle qu'il a joué lors de la votation du référendum concernant la présence de minarets pour les mosquées suisses. Mais là, il nous parlait essentiellement de l'identité de la Suisse, parce que dans ce colloque, une fois posée, si vous voulez, la matière de la réflexion, à partir des différents points que nous venons d'aborder, j'avais souhaité prendre des exemples concrets. Et il se trouve que nous avons 2 exemples concrets. Il y en avait d'autres possibles. On aurait pu prendre la Hongrie de M. Viktor Orban, on aurait pu prendre la résistance de nos amis serbes au Kosovo, mais nous avions 2 exemples particulièrement lumineux. La Suisse, tout petit pays de 40 000 km², une population réduite. Le petit village suisse, comme on parle du petit village gaulois d'Astérix. C'est les irréductibles Et puis, gaulois, oui. En même temps, l'immense Russie. 2 mondes tout à fait différents, des histoires évidemment complètement différentes, des héritages différents. Et puis, dans les 2 cas, au cours des dernières années, un retour identitaire absolument spectaculaire, complètement inattendu. La Suisse, l'image de la Suisse que l'on pouvait avoir, c'est la Suisse des banques, l'un des pays les plus riches du monde par tête d'habitants, c'est le règne de la grande entreprise, d'une bourgeoisie des plus cossues, n'est-ce pas, une Suisse sortie de l'histoire, puisque elle est neutre. Elle a refusé l'Europe. Voilà, avec une image un peu cosmopolite d'ailleurs, de flux de capitaux essentiellement, et pas tellement d'identité en racine. Voilà, tout à fait. Or, c'est de cet espace-là c'est dans cet espace que l'on voit ressurgir tout à coup une contestation vigoureuse, et même de plus en plus vigoureuse, de toute la doxa aujourd'hui dominante, une résistance à tous les tabous dont nous sommes abreuvés depuis maintenant plusieurs décennies, et de plus une résistance victorieuse. Oui. Une résistance victorieuse et une résistance dans une très large mesure fondée sur le système politique suisse, qui est un authentique système démocratique au sens étymologique du terme, là où les prétendues démocraties que nous connaissons de modèle entre guillemets occidental sont désormais loin aujourd'hui d'exprimer le pouvoir et la volonté du peuple, mais sont aux mains en fait d'oligarchies partisanes, de lobbies divers et variés, qui font de ces systèmes l'antithèse même dans une très large mesure d'une authentique démocratie. Donc d'ailleurs, pour ça qu'on est obligé de rajouter démocratie directe.
Voilà, c'est ça. Pour différencier de la démocratie qui n'en est plus. Tout à fait. Le cas suisse de ce point de vue était tout à fait intéressant, et je crois que le cas russe est peut-être encore plus fascinant. Nous avons eu là un pays, un immense espace, un empire qui a joué le rôle que l'on sait dans le passé, qui, du fait de la révolution de 1917, événement tout à fait imprévu, accidentel à beaucoup d'égards, s'est trouvé engagé dans une séquence qui va durer 3/4 de siècle, pratiquement 70 ans. Hein. Cette aventure soviétique, cette mise en œuvre d'un projet idéologique qui visait très clairement justement à la construction de l'homme nouveau. C'est clairement exprimé. Il fallait faire disparaître tout ce qui représentait un passé complètement rejeté, et notamment on sait le prix qu'ont payé les masses paysannes par rapport à ce projet, formulé, exprimé de manière tout à fait explicite par les dirigeants bolcheviques. Hein. Eh bien, ce pays qui a subi ce régime pendant 7 décennies, il a été capable, après une période de transition assez terrifiante, des années 90, il a été capable d'une résilience tout à fait inattendue. On a vu ressurgir une identité russe fondée sur la longue durée, fondée sur un patriotisme extrêmement charnel, je dirais presque tellurique, comme l'expliquait Jean-Pierre Arignon, n'est-ce pas, la terre russe, la Russkaya Volia, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer chez nous ce que cela représente, mais c'est quelque chose qui est resté vivant comme un archétype fondateur dans les mentalités collectives, dans les attentes, dans les représentations. Et derrière tout ça, il faut le dire aussi, la rencontre avec un politique dans une large mesure exceptionnelle, il faut bien le reconnaître, hein, qui va en quelque sorte réaliser, cristalliser tout ça en une synthèse nouvelle, où on va voir un pays qui ne renonce en rien aux perspectives de l'avenir, du modernisme, etc., mais qui l'imagine en liaison avec sa propre tradition historique, tradition religieuse, avec un renouveau de l'orthodoxie complètement stupéfiant. Dans un pays où on a eu une politique d'athéisme militant, auprès de laquelle, n'est-ce pas, nos amis du petit Percombe que nous évoquions tout à l'heure, c'était vraiment des amateurs. Hein. Eh bien, dans un pays comme cela, aujourd'hui, on a vu les peuples remplacer les commissaires politiques dans les unités de l'armée, par exemple. Jean-Pierre Arignon, que nos auditeurs connaissent bien, parce que nous l'avons reçu plusieurs fois avec vraiment beaucoup de plaisir, nous a émus pendant ce colloque, parce qu'il a rappelé que dans les années 1970, il était jeune étudiant, il avait déjà écrit une thèse qu'il allait terminer à Moscou, et évidemment, c'était l'époque assez terrible des commissaires politiques, etc., donc il avait une liste absolument incontournable de ce qu'il devait faire. Et parmi ce qu'on lui imposait, c'était le musée de l'athéisme, qui était dans l'église Notre-Dame de Kazan. Et bon, il n'avait pas le choix, il devait y aller, évidemment. Et il nous a raconté ça. La salle entière avait, je pense, vraiment les larmes aux yeux, sans tomber dans la sensiblerie. Dit qu'il reverrait toujours le vieux conservateur, vieil homme usé, les yeux bleus, qui l'accueille sur les marches de Notre-Dame de Kazan, donc musée de l'athéisme, et qui lui dit jeune homme, je sais déjà ce que vous avez écrit, je sais que vous devez venir, permettez-moi, je ne vous accompagnerai pas dans ce musée parce que j'ai honte pour mon pays. Allez-y, vous êtes obligé d'y aller. Et moi, je suis près de la retraite, mais je vous confie la mémoire de mon pays, parce que je pense que vous serez une voix qui pourra être entendue dans le monde. Et c'était vraiment poignant. Ce pauvre monsieur est mort peu de temps après, sans voir évidemment l'évolution suivante. Et l'autre chose que Jean-Pierre Arignon nous a dit, et qui était très forte aussi, Jean-Pierre Arignon a épousé une Russe, et ses beaux-parents ont été privés de retraite pendant plus de 2 ans. Entre 90... Oui, dans les années 1990, oui. Ouais, voilà. Et donc, ils n'étaient pas le seul, évidemment, hein, c'était partout. Donc, qu'ont fait les Russes à l'époque? Ils se sont regroupés par une petite quarantaine, une petite communauté, où chacun pouvait apporter quelque chose. Ils ont une tontine un peu. Ils ont essayé de survivre comme ça. Et en janvier 2001, enfin, ils ont reçu de nouveau une toute
petite retraite, genre 10 € ou quelque chose comme ça, mais c'était parce que Poutine venait d'entrer dans le jeu et c'est lui qui a redonné un tout petit peu d'espoir, un tout petit peu d'oxygène à ces gens-là. Et ça, c'était vraiment un moment très très fort de ce colloque. Et je crois qu'il a touché beaucoup de monde, parce que c'est un monde qu'on connaît mal quand même, la Russie. Alors ces deux exemples, je crois, sont tout à fait révélateurs de ce qui peut se produire. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Hein. Il y a des événements imprévus, il y a des personnages qui peuvent intervenir et l'infléchir de manière décisive. Et puis il y a un fond irréductible d'identité pour certains peuples, certaines sociétés, certaines civilisations. Et c'est un élément avec lequel on doit compter, que l'on doit prendre en compte dans toutes les analyses que l'on peut faire. Et c'est la raison pour laquelle cette démarche idéologique qui consiste à dire du passé faisons table rase, finalement, eh bien, elle est complètement à côté des réalités. Et le projet que nous évoquions, le projet idéologique que nous évoquions tout à l'heure, ce mondialisme, ce village mondial tel que le rêve un certain nombre de personnes, c'est quelque chose mais est-ce que ça ne marche pas auprès des jeunes, de se réaliser? Est-ce que les jeunes ont encore quelque part au fond des tripes cet amour de la terre française, de la culture française? J'en suis pas sûre du tout. On pourra le voir revenir sous des formes inattendues. Le ciel vous entend. Oui, et on pourra le voir revenir sous des formes inattendues. Il y a certaines évolutions électorales dans ce pays, par exemple, qui apparaissent plutôt encourageantes dans ce sens. Et puis au-delà du cadre national français, regardez le succès, par exemple, que remportent certains folklores justement enracinés. Oui. Bon, c'est quelque chose qui reste une surprise. C'est pas un hasard si l'une des plumes vedettes du Nouvel Observateur a traité la chanteuse Nolwenn Leroy de vichiste. En raison des succès considérables qu'elle rencontrait en rejoignant le répertoire breton. Oui, parce qu'elle chante en breton exemple, et avec beaucoup de fierté, et très bien d'ailleurs. Donc elle était indignée d'ailleurs qu'on ait pu l'assimiler à Vichy, et s'en est défendue très vite. Carrière oblige. Oui, mais ça en dit long sur la vision que certains peuvent avoir de ce type de phénomène. Et alors justement, qu'en est-il on parle souvent de roman national, qu'en est-il de ce roman national qui est finalement dénoncé et connoté pour la plupart du temps négativement? Le roman national, d'abord, je crois qu'il faut revenir sur le terme. Le mot roman est évidemment retenu dans un certain discours afin de le discréditer. C'est péjoratif. Afin de discréditer l'histoire nationale telle qu'elle a été enseignée aux Français pendant des générations. Ce roman national montre bien toutes les limites que pouvait présenter cette histoire. Je préfère le terme de récit national, qui correspond tout à fait à une réalité. On a construit un récit de l'histoire de la nation au XIXe siècle, c'est sûr. L'histoire jusque-là, c'était l'école des rois, comme disait Michelet. On l'enseignait aux jeunes princes en fonction de leur future responsabilité politique. À partir du XIXe, évidemment, son audience s'est développée dans l'enseignement secondaire, déjà dans les lycées, mais surtout la grande rupture, c'est la guerre de 1870. La France vaincue a besoin, en quelque sorte, de se doter et de fortifier une conscience nationale qui va permettre d'envisager la revanche à venir. On constate, on est convaincu à l'époque que la victoire allemande, c'est le résultat de l'action de l'instituteur prussien. Eh bien, il faut que nos instituteurs, nos hussards noirs de la République, là, eh bien, ils enseignent aux petits Français ce qu'a été l'histoire de leur pays. Ce qu'écrivait Ernest de la Vis, il faut aimer la France, la nature l'a faite belle, son histoire l'a faite grande. Tout est dit. Et vous évoquez la Vis, c'est un personnage qui va jouer un rôle tout à fait déterminant dans ce contexte. C'est un grand historien, un savant. Il a été le précepteur du prince impérial sous le Second Empire, et au moment de la défaite, au lendemain de la défaite, il va aller faire un voyage
voyage d'études, où ça, en Allemagne, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, quels étaient les éléments de force chez l'adversaire qui expliquaient notre propre défaite, hein, dans un contexte qui était celui de la réforme intellectuelle et morale de Renan. Hein. Il fallait savoir ce qu'on allait faire pour redresser en quelque sorte la barre pendant cette période qu'on a appelée la période du recueillement au lendemain de la défaite. Et il est revenu avec la conviction, effectivement, qu'il était nécessaire d'enseigner aux jeunes Français l'histoire de leur pays, dans l'esprit que vous avez évoqué, l'histoire et aussi la géographie. Hein. À l'époque, c'est l'époque où un Vidal de la Blache va réaliser sa magnifique géographie de la France, qui va être d'ailleurs la partie d'ouverture des 40 volumes de l'histoire de France de Lévis, cette géographie de la France, parce qu'il s'agit de donner aussi aux gens, en dehors de la connaissance de leur passé, des points de repère qui leur permettent de s'inscrire dans la durée, il s'agit de leur donner aussi un imaginaire territorial bien précis. Hein. C'est l'époque où dans toutes les classes primaires de France, il y a la carte de France au fond de la classe, avec en couleur particulière, évidemment, l'Alsace-Lorraine. Hein. Bon. Donc, c'est à ce moment-là que se forge en quelque sorte cet enseignement de l'histoire. Alors, il peut paraître simple, il peut paraître à certains égards approximatif, il peut permettre évidemment cocardier de manière parfois arbitraire. On va célébrer Marignan 1515, c'est l'histoire classique ou traditionnelle, c'est ringard, et en même temps, bon, bah, c'est pas la bataille la plus significative, c'est plutôt Pavie en 1525, la défaite qui compte pour de bon. Bon, mais cette histoire de France, en tout cas, on fait remonter aux Gaulois, hein, on va faire remonter avant Clovis, hein, parce que Clovis, c'est la monarchie, hein, c'est la France chrétienne, donc, voilà. C'est un peu gênant. C'est pas bon pour nos républicains des années 1880, tandis que le fier Gaulois, courageux, indépendant, attaché à sa liberté, vaincu par une puissance romaine mieux organisée, plus disciplinée, bah justement, ça nous sert de leçon. Il faut qu'on adopte ces vertus pour donner tout leur développement, leur potentialité à nos propres qualités qui sont présentées comme tout à fait évidentes face notamment aux barbares de l'autre côté du Rhin, hein, puisqu'on parle à l'époque d'invasion barbare, alors que les Allemands parlent de migration de peuple. Ah oui, Volker von der Ungen, on parle de migration de peuple chez les Allemands. Les deux mots, si vous voulez, sont significatifs en quelque sorte de deux visions contradictoires. Et alors, cet enseignement de l'histoire de France, il va s'imposer donc pendant plusieurs générations. Ce sont tous les débuts de la Troisième République. On dira aussi, comme on l'avait dit en 70 de l'instituteur prussien, que ce sont les instituteurs qui ont gagné la guerre de 14. Hein. Ils enseignaient l'histoire, ils apprenaient aux enfants à lire dans le Tour de France par 2 enfants, etc. Hein. Et il y a plusieurs générations pendant 40 ans là, qui ont été formées, imprégnées par tout ce discours. Alors évidemment, l'interprétation que certains ont donnée, c'est absolument affreux, on a entretenu un nationalisme agressif, et tout ça, ça a débouché sur quoi? Sur le carnage de 1914, la boucherie de 1914, et puis ensuite, en écho à celle-ci, la Seconde Guerre mondiale, à partir de quoi l'idée nationale doit être complètement rejetée, doit être complètement bannie, si vous voulez. Puis vous oubliez la repentance pour les croisades, pour l'esclavage. Ça va venir plus tard. Ça va venir plus tard. Dans un deuxième temps, c'est plus proche de nous, évidemment. C'est après les années 60, en gros, parce que vous évoquiez la colonisation. Maintenant, à un certain âge, quand j'étais gamin à l'école primaire, on avait un manuel de géographie où on exaltait au contraire le rôle de la France. On chantait la gloire de Brazza et de Lyautey. On détaillait la collection de tous les types humains qui faisaient partie de l'Empire, etc. Oui, on n'avait pas honte à l'époque. On n'avait pas honte, oui. Et puis on admettait très bien qu'il y avait des races différentes, sans pour autant, sans pour autant sombrer dans le racisme ou dans la volonté d'établir des hiérarchies, comme cela pouvait être la tentation de certains. Hein. Donc, pour en revenir à notre histoire
nationale, modèle Troisième République, elle va en gros continuer dans la même tendance, si vous voulez, dans les mêmes images, en gros jusqu'aux années 1960. Parce qu'après le petit lavis de l'école primaire, on a eu aussi, pendant des générations, dans le secondaire, le Malais-Isaac. Moi j'ai eu Malais-Isaac. Qui était un manuel à beaucoup d'égards excellent, mais qui gardait comme ligne directrice, avant tout, l'histoire de la nation, même si on s'ouvrait sur ce qui se passait à l'extérieur en Europe. Il y avait des chapitres ô combien complets sur l'unité allemande, l'unité italienne, etc. Bon, tout va basculer à partir des années 60 pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu l'influence qui a été celle de ce qu'on a appelé un peu plus tard la nouvelle histoire, qui ne pas grand-chose de nouveau d'ailleurs, puisque cela remontait aux années 1920-1930, cela remontait à ce qu'on a appelé l'école des annales, du nom de la revue Annales, Économie, Société, Civilisation. Une nouvelle histoire qui, voulait faire disparaître le cadre national comme cadre en quelque sorte convenu, obligatoire de la recherche historique, qui inscrivait les choses dans la longue durée, qui méprisait ou négligeait la dimension strictement événementielle, conçue comme une simple écume à la surface des choses, qui privilégiait l'histoire économique et sociale. Bon, et c'est une histoire tout à fait légitime, d'ailleurs, tout à fait intéressante, qui a été à l'origine de travaux remarquables. Ça, la question ne se pose même pas. Mais cette histoire-là, on a voulu la diffuser dans l'enseignement, notamment secondaire. Une époque où l'enseignement primaire, quasiment, on n'en faisait plus d'histoire. Bon. Mais on a voulu la diffuser dans l'enseignement secondaire. C'est l'époque de la réforme Abi, en gros, 1975, la réforme du collège, et au risque d'aboutir à quelque chose de complètement incohérent, puisque la chronologie disparaissant, les thèmes transversaux dominants par rapport à une approche cohérente, progressive des choses, eh bien, ça aboutissait à des lacunes et à des confusions absolument extravagantes. Et alors ça a été une période difficile pour l'enseignement de l'histoire, avec un coup d'arrêt quand même, ce qui permet de voir qu'il suffit parfois de peu de choses pour inverser certaines tendances lourdes. L'appel d'Alain Decaux dans le Figaro Magazine en 1979. Voilà, on n'apprend plus l'histoire à nos enfants, c'est un scandale, etc. Relaie dans toute la presse, toutes les familles politiques unanimes pour dire bah oui, c'est vrai, c'est comme ça, etc. C'est pas bien. Avec des retombées. Quelques années après, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale, entame toute une campagne ou met en œuvre tout un programme de réintroduction de l'histoire, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. Une entreprise tout à fait louable à ce moment-là. Alors moyennant quoi les choses ont contribué ensuite à se détériorer également, dans la mesure où on a introduit dans l'enseignement de l'histoire beaucoup d'idéologie qui n'a rien à y faire, une relecture du passé qui est tout sauf innocente. Vous savez, on va mettre en avant et surreprésenter certains événements. Il y a des événements qui vont faire l'objet d'une hypermnésie. Alors ça va évidemment des persécutions et des massacres antisémites de la Seconde Guerre mondiale à la torture en Algérie, en passant par la traite négrière ou l'horrible colonisation européenne, alors que dans le même temps, d'autres choses ne bénéficient pas du même privilège. C'est le moins qu'on puisse dire. On voit bien que dans ce jeu, les crimes communistes pèsent nettement moins lourd que les crimes nazis, par exemple. Et il y a des génocides, par exemple, qu'on a redécouvert tardivement. Les Arméniens ont ramé très longtemps pour réussir à faire reconnaître leur propre malheur. En tout cas, ce colloque était vraiment passionnant et nos amis auditeurs qui n'ont pas pu y assister, eh bien, on retrouveront, grâce à vous, Philippe, la teneur. Et je crois que merci. On avait un cadreur qui était sur place, évidemment, pour pouvoir faire partager à tout le monde. Merci TV Liberté et merci Philippe et merci de votre aide. Vous êtes la bienvenue dans Passé Présent. Pour m'immiscer partout. Avec plaisir. Eh bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.